Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer le changement de variable en intégration, les deux méthodes principales pour traiter ce changement de variable et pour le rédiger. On va commencer par traiter un premier changement de variable avec un premier exemple qui est l'intégrale ici. Alors j'ai pris exprès une intégrale que l'on sait déjà traiter avec d'autres méthodes d'intégration. Ici on a une forme u carré fois u', donc on saurait déjà calculer une primitive de cette intégrale. Et comme ça on va pouvoir voir si notre changement de variable nous donne bien un résultat cohérent avec ce qu'on aurait voulu trouver avec nos autres méthodes d'intégration. L'idée du changement de variable, c'est de poser une nouvelle variable. Donc ici, on est en train d'intégrer par rapport à la variable x, je vais poser une nouvelle variable, mettons y, que je vais définir en fonction de x et que je vais essayer d'utiliser à l'intérieur de mon intégrale, c'est-à-dire que je vais essayer d'exprimer tout ce que j'ai exprimé ici en fonction de x, et cette fois en fonction de y. Modulo quelques petites modifications qui sont elles données par le théorème de changement de variable qui est dans le cours, dans le polycopier. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, on va voir deux manières différentes de traiter cet exercice et surtout deux manières différentes de rédiger l'exercice. Une première manière qui est la manière la plus intuitive possible, qu'on appelle un petit peu la manière à la physicienne, c'est-à-dire on ne va pas trop s'attacher aux détails, on va surtout s'attacher au calcul de l'intégrale. Et la deuxième méthode, qui est une méthode plus mathématique, plus propre, qui elle va s'attacher énormément à la rédaction de ce changement de variable. Pour la première méthode, on va essayer un petit peu de se baser sur notre intuition pour voir ce qu'il faudrait faire pour exécuter notre changement de variable. Alors, première chose, ici, qu'est-ce que j'ai envie de poser comme variable? Alors, pour poser une nouvelle variable, la plupart du temps, au moins au début, on vous donnera le changement de variable à effectuer, et ensuite, avec de l'expérience et de la pratique, eh bien, vous saurez, face à une intégrale, quel type de changement de variable effectuer, quelle variable poser, pour résoudre le problème le plus facilement possible. Ici, je vais faire le choix de poser ma variable y qui sera exprimée en fonction de x comme étant sinus x. En faisant ce changement-là, je m'assure que la partie sinus carré ici soit énormément simplifiée, comme c'est cette partie-là qui semble poser le plus gros problème et qui semble être la plus grosse partie de cette intégrale, c'est de ça dont je vais m'occuper maintenant. Une fois que j'ai posé ma variable y, il faut que je m'occupe des bornes de mon intégrale. Alors, les bornes d'une intégrale, on le sait, c'est dire qu'ici, on prend l'intégrale pour x allant de 0 à x allant à pi sur 2. Donc on a deux valeurs particulières, x qui vaut 0 et x qui vaut pi sur 2. Dans le théorème du changement de variable, ces deux bornes vont être remplacées par les mêmes bornes sur y, c'est-à-dire qu'à chaque fois, pour la valeur de x, il faut que je calcule la valeur de y correspondante. Donc si x vaut 0, y va valoir sinus de 0, c'est-à-dire 0, et si x vaut pi sur 2, ben y va valoir sinus de pi sur 2, c'est-à-dire 1. Donc ça veut dire qu'une fois que j'aurai fait mon changement de variable, mes bornes ici 0 et pi sur 2 vont être remplacées par les bornes sur y, 0 et 1. La deuxième question que je vais vouloir me poser, c'est par rapport à quelle variable j'intègre ici. Ici, j'intègre par rapport à x, puisque j'ai une fonction de x à l'intérieur de mon intégrale. Si je passe sur une fonction de y, il va falloir que j'intègre par rapport à y. Comment est-ce que je passe de dx à dy? Je n'ai pas juste le droit de changer mon dx en dy et de dire j'intègre par rapport à ce que je veux. Une intégrale, c'est défini un petit peu plus proprement que ça. Alors pour faire ça, on va faire ici une manipulation un peu moins propre que ce qu'on fait d'habitude, une manipulation qu'on aime appeler la manipulation à la physicienne, qui repose sur une deuxième écriture de la dérivée d'une fonction. Alors en mathématiques, quand je pose ici y qui vaut sinus x, en fait je pose une fonction y de x qui vaut sinus x, et je peux dériver cette fonction, ce qui me donne y' de x qui vaut cosinus x. Une fois que j'ai fait ça, je peux tout à fait écrire cette égalité-là sous sa forme physique. Sous sa forme physique, c'est avec la notation dy sur dx égale cosinus x. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette notation? Elle veut dire que je dérive la fonction y par rapport à la variable x. Bon, cette notation-là, elle a un sens physique, elle a aussi un sens mathématique, pas très propre ici, c'est pas ça qui va nous intéresser, encore une fois, dans cette première manipulation, c'est d'arriver au bout du calcul et d'être capable de donner la valeur de notre intégrale. Alors ici, en écrivant dy sur dx qui vaut cosinus x, normalement, j'ai absolument pas le droit de faire de manipulation là-dessus, puisque ça, c'est une notation pour la dérivée, et c'est un bloc, je ne peux pas y toucher. Mais en fait, ça reste vrai, en termes calculatoires, de multiplier des deux côtés par dx.
Si, comme je viens de le dire, je multiplie par dx des deux côtés, je vais donc avoir dy qui vaut cosinus x dx. Et ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien pourquoi? Parce que ça veut dire que cette partie de l'intégrale ici, cosinus x dx, je vais pouvoir la remplacer par dy, c'est-à-dire par une intégration selon la variable y. Mon changement de variable va induire un changement de variable d'intégration, et mon changement de variable d'intégration vient au prix du rajout de ce cosinus x devant le dx. Maintenant que j'ai fait tous ces préparatifs, je peux appliquer mon changement de variable. Mon intégrale i, ça va donc être l'intégrale non plus de 0 à pi sur 2, mais de 0 à 1, conformément au changement de borne que j'ai fait ici. Ma partie en sinus carré x, ça va en fait être sinus x au carré, et sinus x au carré, d'après mon changement de variable, c'est y au carré. Cette partie-là, ça devient y au carré, et ensuite la partie cosinus x dx, ça devient mon dy, mon intégration par rapport à la variable y. Je me retrouve finalement avec l'intégrale de 0 à 1 de y carré dy. J'ai changé mes variables d'intégration. Je n'intègre plus par rapport à x, mais par rapport à y, qui est en fait sinus x. Et en faisant ça, j'ai énormément simplifié mon intégrale, puisqu'ici c'est une intégrale polynomiale très simple à calculer. Pour le calcul de cette intégrale, on cherche donc une primitive de y carré. On va avoir 1 tiers de y cube comme primitive, que je vais prendre entre 0 et 1, ce qui va me donner 1 tiers de 1 au cube moins 1 tiers de 0 au cube, c'est-à-dire 1 tiers. Et je suis comme ça capable de calculer mon intégrale. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai pris cette intégrale pour qu'on puisse la calculer d'une autre manière. Donc, c'est une intégrale qu'on sait déjà calculer avec les primitives des fonctions composées. Il nous suffit pour ça de poser une fonction u de x qui sera sinus x, de regarder sa dérivée, u' de x qui va être cosinus x, et de se rendre compte que notre fonction petit f de x ici, c'est en fait u de x au carré fois u' de x. Et qu'on a donc une primitive directe de cette fonction, c'est une fonction de la forme u de x puissance n fois u' de x, on peut avoir une primitive de cette fonction sous la forme grand f de x qui vaut 1 tiers de u de x puissance 3. Sachant cela, on peut utiliser le corollaire du théorème fondamental de l'analyse pour calculer l'intégrale i. L'intégrale i, ça va être 1 tiers de u de x puissance 3 pris entre 0 et pi sur 2, c'est-à-dire 1 tiers de u de x étant sinus x, et bien sinus x pris entre 0 et pi sur 2, et en fait, ça nous donnera 1 tiers de sinus de pi sur 2 puissance 3, ici j'ai la puissance 3, moins 1 tiers de sinus 0 puissance 3. On va donc avoir ici sinus pi sur 2, ça fait 1, donc sinus pi sur 2 puissance 3, ça fait aussi 1, et ça va faire 1 tiers. Sinus de 0, ça fait 0, tout ça, ça va faire 0, moins 0, ce qui nous donne 1 tiers. On retrouve bien la même valeur que l'intégrale précédente. Maintenant, si on veut rédiger proprement ce changement de variable avec des vraies notations mathématiques, et un vrai raisonnement mathématique, et un vrai théorème mathématique, comment on fait? Alors en fait, on se repose essentiellement sur la première méthode, d'accord? On va calculer avec la première méthode, par exemple au brouillon, et se servir de la première méthode pour faire notre rédaction propre mathématique. On commence donc par poser notre fonction de changement de variable. Alors cette fonction, ça va être en fait la fonction phi de x qui va correspondre au y de tout à l'heure, que je vais donc choisir comme étant sinus de x. Il faut que je vérifie plusieurs conditions sur cette fonction. Premièrement, cette fonction doit être dérivable. C'est le cas ici, sinus x est dérivable. Cette fonction doit aussi être bijective sur l'intervalle ici 0 pi sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être bijective sur l'intervalle 0 pi sur 2? Ça veut dire que cette fonction, elle ne doit pas passer plusieurs fois aux mêmes endroits. D'accord? Elle doit passer une seule fois entre 0 et pi sur 2 sur son ensemble image. Ça veut dire que la fonction sinus ne doit pas pouvoir prendre plusieurs fois la même valeur entre 0 et pi sur 2. Or, ce n'est pas un problème, puisqu'entre 0 et pi sur 2, la fonction sinus elle est strictement croissante, elle va de 0 à 1 et elle passe une et une seule fois par chacune des valeurs entre 0 et 1. Cette fonction phi vérifie donc nos deux conditions. 1, elle est dérivable, 2, elle est bijective sur son intervalle
de définition, c'est-à-dire sur les bornes de l'intégrale. J'ai vérifié que la fonction phi était dérivable, je peux donc calculer sa dérivée. Sa dérivée ici, ce sera phi' de x qui va valoir cosinus x. Exactement comme tout à l'heure, j'avais y' de x qui était cosinus x. Maintenant que j'ai calculé ma dérivée, je vais pouvoir essayer d'appliquer mon théorème du changement de variable. Que me dit le théorème du changement de variable? Il me dit que l'intégrale de a à b de f de phi de x, phi' de x dx, ça va être égal à l'intégrale de phi de a à phi de b de f de y dy. Alors, qu'est-ce que je remarque dans ce théorème? Premièrement, sur les bornes, a et b deviennent phi de a et phi de b. 0 et pi sur 2 deviennent sinus de 0 et sinus de pi sur 2, exactement comme ce qu'on a fait dans la première méthode montrée dans cette vidéo. Deuxième chose, phi' de x dx devient d de y. Ça veut dire que la manipulation un peu bancale que j'ai faite dans la première partie, en fait, c'est exactement ce que nous dit le théorème. Le théorème nous dit que si je dérive la fonction phi, qui est ma fonction y dans la première partie, par rapport à x, j'obtiens le coefficient qui doit être mis devant le dx pour donner un dy. Dernière chose, ma fonction qui est exprimée en fonction de phi de x, devient exprimée en fonction de ma nouvelle variable y, exactement comme ce qu'on a fait dans la première partie. Avant de pouvoir utiliser ce théorème, il faut donc que j'arrive à placer mon intégrale i sous une forme qui ressemble à cette partie de gauche ici. Donc, je vais avoir l'intégrale de 0 à pi sur 2, ça pour mes bornes, il n'y a pas de souci. Ici, mon sinus carré, ça va être un phi de x au carré. Mon cosinus x, ça va être mon phi'. Et enfin, j'ai mon dx à la fin. Je suis exactement sous cette forme-là, avec la fonction f, qui à x va associer x carré. En effet, ici, phi de x au carré, c'est en fait la fonction carré associée à la fonction phi de x. Je vais donc avoir, d'après mon théorème du changement de variable, phi de 0, phi de pi sur 2. Ici, ma fonction carré, c'est-à-dire ma fonction grand F, je vais l'appliquer directement à y. Donc ici, si je regarde f de y, ça va être y au carré. Donc ici, j'ai un y au carré. Et mon phi' de x dx, ça devient un dy. Je me retrouve donc avec ça, il ne me reste plus qu'à calculer les bornes de mon intégrale. Alors on l'a dit tout à l'heure, mais phi de 0 c'est sinus de 0, c'est-à-dire 0. Phi de pi sur 2 c'est sinus de pi sur 2, c'est-à-dire 1. Y carré dy, et on retrouve le 1 tiers de tout à l'heure, une primitive qui est 1 tiers de y cube. Bref, on retrouve exactement la même intégrale que ce qu'on a fait en première partie. Donc il va bien réussir à falloir différencier la partie calculatoire, où on va plutôt utiliser la première partie, par exemple au brouillon, on va essayer, ou en colle, on va essayer de calculer le plus rapidement possible l'intégrale sans se tromper de notation et de sens de changement de variable. Et la deuxième partie, la partie plus rédactionnelle, où on va vérifier les deux conditions sur la fonction phi, et où on va détailler le théorème, la mise en place de ce théorème pour arriver au même résultat calculatoire. Je vous propose maintenant une deuxième intégrale à calculer avec un changement de variable un peu plus complexe, où on va essayer d'appliquer au moins la première méthode pour voir un petit peu calculatoirement ce que ça peut donner. Alors ici, on cherche à intégrer la fonction x sinus x sur 1 plus cos carré de x. Pas de problème de définition puisque 1 plus cos carré c'est toujours strictement positif. Et tout est bien défini, dérivable, continu, etc. sur 0pi, donc pas de problème au niveau de l'intégrale. Quel est le changement de variable que je vais vouloir poser ici? Le changement de variable que je vais vouloir faire, c'est y égale pi moins x, ce qui est équivalent à dire que x est égal à pi moins y si jamais on en a besoin plus tard. On va faire ce changement de variable ici parce qu'il va nous donner une relation assez sympathique sur l'intégrale i. Alors ici, je cherche à faire la première méthode, donc je vais regarder d'abord les bornes. Quand x vaut 0, combien vaut y? Y vaut pi moins 0, et pi moins 0 ça fait pi. Quand x vaut pi, y vaut pi moins pi, c'est-à-dire 0. Donc j'ai bien mes deux bornes qui vont changer. Je vais avoir ici la borne pi et ici la borne 0. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Alors à l'intérieur, je vais pouvoir remplacer tous les x par des pi moins y. Partout,
sauf au niveau du dx ici. Au niveau du dx, il va falloir que je fasse ma manipulation de tout à l'heure pour obtenir dx en fonction de dy. Alors pour faire ça, je dérive y par rapport à x. Quand je dérive y par rapport à x, j'obtiens 0 moins 1, puisque la dérivée de moins x, c'est moins 1. Et du coup, je vais obtenir dy qui est moins dx, ou dx qui est moins dy, si je préfère l'écrire sous cette forme-là. Donc ça veut dire que je vais pouvoir remplacer dans mon intégrale dx par moins dy, et je vais pouvoir remplacer dans mon intégrale tous les x par des pi moins y. Avec ce changement de variable, on obtient donc l'intégrale de pi à 0, puisque mes bornes vont se retrouver échangées. Quand x vaut 0, y vaut pi, quand x vaut pi, y vaut 0. X, ça va devenir pi moins y. Sinus x, ça va devenir sinus de pi moins y. Et au dénominateur, 1 plus cosinus carré de x, ça va devenir 1 plus cosinus carré de pi moins y. Le dx, lui, devient un moins dy. Et en simplifiant un petit peu, je vais pouvoir sortir le moins de l'intégrale et utiliser le moins pour inverser les bornes. On sait que l'intégrale de a à b, c'est moins l'intégrale de b à a. Donc finalement, je vais pouvoir sortir ce signe moins et le faire disparaître pour inverser mes bornes. Je vais donc avoir l'intégrale de 0 à pi de pi moins y, qui est toujours ici, sinus de pi moins y, alors vous pourrez aller regarder vos formules de trigonométrie, mais c'est la même chose que sinus de y, et 1 plus cosinus carré de pi moins y, pareil, cosinus de pi moins y, c'est la même chose que cosinus de y. Donc ici, je vais pouvoir laisser mon cosinus de y. Ici, le moins d de y, je rappelle que le moins il a été utilisé pour changer les bornes, il ne reste plus que d de y, et j'ai une nouvelle intégrale. Alors, problème pour l'instant, cette intégrale-là, elle semble pas beaucoup plus simple que cette intégrale-là. D'ailleurs, les deux se ressemblent énormément si on nommait le fait qu'ici j'ai un x et le fait qu'ici j'ai un pi moins y. Mais en fait, je peux faire une petite manipulation sur cette intégrale. Ici, pi moins y, c'est en fait pi fois toute cette fonction, moins y fois toute cette fonction. Et donc je peux séparer ça en deux intégrales distinctes. C'est l'intégrale de 0 à pi de pi sinus y, 1 plus cos carré y dy, moins intégrale de 0 à pi de y sinus y, 1 plus cos carré y dy. Et sous cette forme-là, ce qui est intéressant, c'est que ici, avec mon intégrale i, je retrouve ici une intégrale i plus un autre bout, ici, qui est un bout un peu plus simple à calculer. Pourquoi un peu plus simple à calculer? Parce que ici, je n'ai plus de variables. Ici, j'avais un x qui me gênait avec mon sinus x, ici j'ai un y qui me gênait avec mon sinus de y, ici j'ai plus que des fonctions trigonométriques et ça risque d'être plus simple à calculer. Je peux donc réécrire ça un tout petit peu mieux. Je vais avoir ici pi fois l'intégrale de 0 à pi de sinus y sur 1 plus cos carré y dy, moins i. Ici, j'ai la même intégrale que là-bas. Et tout ça, c'est égal à cette intégrale du début, c'est-à-dire que c'est égal à l'intégrale i. En faisant passer ce i de l'autre côté, j'obtiens donc i qui vaut pi sur 2 intégrale de 0 à pi sinus y sur 1 plus cos carré y dy. Alors pourquoi pi sur 2? Parce qu'en faisant passer i de l'autre côté, j'ai 2i, et en divisant par 2, je me retrouve avec i qui vaut pi sur 2 de cette intégrale. Maintenant, il va falloir que je calcule cette nouvelle intégrale. Alors cette nouvelle intégrale, je vais la calculer à nouveau par changement de variable, et le changement de variable que je vais effectuer ici, ça va être t qui vaut cosinus de y. Alors exactement comme tout à l'heure, si t vaut cosinus de y, qu'est-ce qui se passe sur les bornes? Eh bien quand y vaut 0, t va valoir cosinus de 0, c'est-à-dire 1, et quand y va valoir pi, t va valoir cosinus de pi, c'est-à-dire moins 1. Alors, une fois que je sais ça, je vais avoir mes bornes qui vont être changées dans mon intégrale. Il faut maintenant que je me pose la question de qu'est-ce qui va se passer pour mon d de y. Et bien, si je regarde dt sur d de y, c'est-à-dire la dérivée de t par rapport à y, c'est-à-dire la dérivée de cosinus de y, je vais tomber sur moins sinus y. Sachant que j'ai ça, je peux écrire que mon d de t,
ça va être moins sinus de y d de y. Et ça m'arrange bien parce que du sinus de y d de y, j'en ai au numérateur ici. Donc je vais pouvoir m'arranger pour faire disparaître ce sinus de y un peu gênant à l'intérieur du d de y pour faire apparaître mon d de t. Donc qu'est-ce que j'obtiens ici? Eh bien j'obtiens pi sur 2, intégrale non plus de 0 à pi mais de 1 à moins 1, de mon sinus de y d de y, ça va devenir un moins d de t, il y a un signe moins ici donc on fait attention, je vais avoir un moins de dt à la fin, et du coup j'ai plus de sinus de y, et maintenant mon 1 plus cos carré de y, bon, ça devient un 1 plus t carré, puisque cos de y c'est t. Donc ici, 1 plus t carré. Finalement, en faisant passer le signe moins devant, et puis en l'utilisant pour inverser les bornes ici, on va essayer de lire l'intégrale dans le bon sens, donc de moins 1 à 1, j'obtiens pi sur 2 de l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur 1 plus t carré dt. Cette intégrale-là, elle est quand même bien simplifiée. Pourquoi? Parce qu'ici, je reconnais une fonction un peu particulière. Cette fonction, c'est la dérivée de arctangente. Ça veut dire qu'une primitive de 1 sur 1 plus t carré, ça va être arctangente de t. Je peux donc appliquer le corollaire du théorème fondamental de l'analyse. Cette fonction va se primitiver en arctangente de t entre moins 1 et 1. Maintenant la question c'est qu'est-ce que ça vaut que arctangente de 1 et arctangente de moins 1. Donc ici il faut essayer de savoir quel est l'angle qui donne une tangente de 1 et quel est l'angle qui donne une tangente de moins 1. Alors je rappelle que arctangente, donc c'est la fonction réciproque de tangente. Arctangente de 1 c'est donc l'angle θ qui a une tangente de 1. Entre moins pi sur 2 et pi sur 2, on regarde toujours des angles dans la mesure principale pour la tangente, c'est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, qui est le domaine principal de définition. Arctangente de 1, ça va donc être l'angle θ, qui vérifie que sinus θ sur cosinus θ, ça vaut 1, puisque tangente c'est sinus θ sur cosinus θ. Et du coup, dire sinus θ sur cosinus θ est égal à 1, c'est dire sinus θ est égal à cosinus θ. Alors si je regarde dans mon cercle frigo, sinus θ égale à cosinus θ, c'est quelque chose qui est sur la bisectrice principale ici. Je vais donc avoir deux angles possibles. J'en ai un qui est ici pi sur 4. J'en ai un qui est ici pi plus pi sur 4, c'est-à-dire 5 pi sur 4. Sauf qu'il y a un seul de ces deux angles qui est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. C'est l'angle pi sur 4 ici. Donc tangente de pi sur 4, ça va valoir 1. Et donc arctangente de 1, ça va valoir pi sur 4. Donc ici, pi sur 2 fois pi sur 4. Même chose pour arctangente de moins 1. Arctangente de moins 1, je cherche l'angle θ qui a une tangente de moins 1. Tangente qui vaut moins 1, c'est sinus θ sur cos θ qui vaut moins 1, c'est-à-dire sinus θ qui vaut moins cos θ. Ça veut dire qu'on est quelque part sur cette droite-là. Et pareil, il y a un seul des deux angles qui correspond à un angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2. C'est l'angle qui est ici et qui vaut moins pi sur 4. Donc on a ici moins pi sur 4. Finalement, j'ai ici pi sur 8, ici pi sur 8, et en faisant la somme des deux, 2 pi sur 8, c'est-à-dire pi sur 4. Tout ça, ça va être égal à mon intégrale i du début de l'exercice. C'est fini pour cette petite vidéo sur les changements de variables en intégration. J'espère qu'elle vous aura été utile pour comprendre un petit peu comment et pourquoi on fait un changement de variable, que vous avez bien réussi à séparer les deux méthodes de rédaction principales, la méthode un peu plus calculatoire et moins propre, la méthode plus mathématique, plus propre, où on vérifie les deux conditions, notamment sur l'application phi, sur le changement de variable. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à manipuler un peu mieux cet exercice du changement de variable, qui est un exercice très important en intégration. Si jamais vous avez des questions là-dessus, vous n'hésitez pas à me les poser sur le Discord, et il y a des exercices qui sont en ligne, des corrigés qui sont en ligne, pour que vous puissiez vous entraîner.